Alors aujourd'hui, 24 mars, 13 jours après l'accident, en fait, le point essentiel, c'est de bien comprendre que l'accident continue. On a une idée de l'accident comme quelque chose de bref, de soudain. En fait, le processus en œuvre est un processus lié au réchauffement du combustible, qui est un processus lent. Et comme à ce jour, les moyens de refroidissement de secours qui ont pu être apportés par l'exploitant ne sont pas suffisants pour reprendre le contrôle, le processus de réchauffement continue et les risques liés à ce réchauffement, qui sont d'une part des risques de fusion des cœurs des réacteurs et d'autre part des risques d'incendie dans les piscines des combustibles usés, ces risques sont toujours présents. Donc le refroidissement qui a été apporté est un refroidissement vraiment d'urgence et désespéré en injectant de l'eau de mer, puisque tous les systèmes de refroidissement classiques et de secours étaient perdus. Ce refroidissement a eu une certaine efficacité, c'est-à-dire qu'on est grosso modo depuis une semaine dans une situation qu'on peut qualifier de stabilité précaire. Le refroidissement retarde l'échéance et donne du temps pour éventuellement reprendre le contrôle, mais il n'arrête pas le processus. Et donc le risque d'une suite encore plus catastrophique demeure. Cette suite, ça peut être une fusion totale de cœur avec percement d'une cuve, éventuellement une explosion de vapeur, un relâchement très important. Ça peut être un cœur qui se dépose en quelque sorte au fond d'une des enceintes et qui perce l'enceinte en béton. C'est ce qu'on avait appelé à une autre époque le syndrome chinois. Et puis le risque, c'est aussi que sur les piscines, le combustible sous sa propre chaleur s'enflamme et relâche là aussi des quantités encore plus importantes que ce qui a déjà été relâché de radioactivité. Donc les informations dont on dispose aujourd'hui sur la remise en service de l'alimentation électrique, sur la remise en eau partielle des réacteurs et des piscines, confirme que les moyens de secours progressent, mais ne permet pas du tout aujourd'hui de penser qu'on a repris le contrôle. Les cœurs, au moins dans les réacteurs numéro 1 et numéro 3, restent partiellement dénoyés, donc le processus de fusion des cœurs continue probablement. Il est envisageable que ce processus ait déjà conduit à un percement des cuves des réacteurs. Il y a des interrogations très fortes sur le réacteur numéro 3, sur l'étanchéité de l'enceinte et le fait que en fait, l'explosion qui s'était produite le lundi 14 mars ait pu dégrader l'enceinte et que le cœur du réacteur, partiellement sous eau, soit en contact direct avec l'air. Le fait de rétablir l'alimentation électrique est évidemment une bonne chose, mais uniquement à condition que les équipements qui ont besoin de cette électricité fonctionnent. Et dans la mesure où ils ont été dégradés par le séisme, le tsunami, les explosions et les incendies, ça c'est pas du tout certain. Et ça ne sera remis en service que très graduellement et très lentement. La centrale telle qu'elle, dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, en admettant que l'accident ne s'aggrave pas, pose d'ores et déjà un problème énorme et sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu en termes de gestion à long terme, puisqu'on a des réacteurs partiellement éventrés, des piscines avec du combustible probablement très dégradé à l'intérieur, des enceintes de confinement qui sont perdues, donc des matières nucléaires en contact avec l'air. Tout ça est fortement irradiant, ce qui pénalise évidemment toute intervention des travailleurs. Et on voit que, alors même que le ministre de la Santé japonais, dès les premiers jours, a augmenté en urgence la dose admissible pour les travailleurs pour intervenir sur les parties les plus irradiantes, ça n'est pas suffisant. Et à plusieurs reprises ces derniers jours, des évacuations ont dû être décidées parce que les bouffées de radioactivité, d'irradiation étaient trop fortes pour que les travailleurs restent sur place. Donc la situation est celle de Tchernobyl, où on avait construit un sarcophage en urgence et où on se pose aujourd'hui la question d'un plus gros sarcophage, mais multiplié par 3, voire 4
avec les 3 réacteurs en fusion partielle de cœur et le 4e réacteur où une piscine a été fortement endommagée. Les solutions techniques qui permettront de gérer ça restent à déterminer, mais dans tous les cas, pendant plusieurs mois au moins, voire plusieurs années, c'est une situation qui va être extrêmement périlleuse et une source potentielle de relâchement de radioactivité, par exemple dans le cas d'un séisme ou d'incendie intervenant sur la centrale. Alors il est trop tôt à l'heure actuelle pour faire des évaluations définitives des conséquences sanitaires, mais on peut d'ores et déjà être extrêmement inquiet. D'abord parce que ce qu'on observe depuis plusieurs jours, c'est que des seuils de contamination, des niveaux de contamination dans les aliments, dans l'eau potable, dépassent les seuils admissibles pour la protection des populations et que les points où on trouve ces dépassements s'éloignent chaque jour de la centrale. On était sur des points à quelques 20 km les premiers jours. On parle aujourd'hui de dépassement sur l'iode dans l'eau potable pour les limites pour les enfants au niveau de Tokyo, donc beaucoup plus loin de la centrale. Donc, ce qui est indicateur d'une très forte contamination, non seulement autour de la centrale, mais sur des centaines de kilomètres. On a par ailleurs des évaluations, des premières évaluations de ce qu'on appelle le terme source, c'est-à-dire des quantités de radioactivité qui ont pu être relâchées, qui se situent pour le moment entre 10% et 20% des quantités relâchées à Tchernobyl. Sachant qu'en plus, la dispersion ayant été moins forte, puisque les nuages ne sont probablement montés qu'à quelques centaines de mètres contre des milliers de mètres pour Tchernobyl, les retombées sont probablement plus concentrées autour, dans la zone de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres. On peut d'ores et déjà être certain que des mesures d'exclusion du même type que celles qui ont été prises autour de Tchernobyl seront nécessaires sur un périmètre probable de quelques dizaines de kilomètres. Et puis au-delà, sur un périmètre de quelques centaines de kilomètres, les indications qu'on a aujourd'hui sur la contamination montrent qu'il y aura des conséquences sanitaires importantes pour la population japonaise, y compris pour les dizaines de millions de personnes qui vivent dans l'agglomération de Tokyo. Les relâchements de radioactivité de l'accident de Fukushima d'ores et déjà ont entraîné la circulation de masses d'air contaminées dans l'ensemble de l'hémisphère nord et cette contamination est arrivée en France ces derniers jours. Les mesures, qu'elles soient faites par l'IRSN, qui est l'organisme public chargé de la surveillance radioactive de l'environnement, ou par des organismes indépendants comme la CRIRAD ou l'ACRO, convergent sur ce niveau de contamination. Et ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ce niveau de contamination, il est à la fois significatif, puisqu'on le mesure, on l'observe, mais pas suffisant pour nécessiter des mesures particulières de protection des populations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun impact sanitaire, mais ça veut dire qu'il est très faible, dilué statistiquement, et qu'il n'y a pas de mesures à prendre. Ça pourrait évoluer, évidemment, si les relâchements de radioactivité augmentent à Fukushima. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte, en tout cas en France. Le fait qu'on a eu ces derniers jours, entre l'IRSN, l'ACRO, la CRIRAD, plusieurs sources d'informations, on a eu une véritable information sur les niveaux de contamination. On a une convergence des avis de ces organismes sur l'interprétation des mesures. Et ça, c'est vraiment le fruit de tout ce qui s'est mis en place en termes d'ouverture depuis l'accident de Tchernobyl et le choc qu'avait constitué pour la population française cette affirmation qu'on a gardée en souvenir comme le nuage s'est arrêté à la frontière. Le chantier qui s'ouvre aujourd'hui en France au vu du premier retour d'expérience de Fukushima, c'est celui de l'interrogation sur les orientations de sûreté de nos réacteurs. Ce que montre d'ores et déjà l'accident de Fukushima, c'est le fait que l'approche classique de sûreté nucléaire a échoué. Cette approche, elle repose sur deux piliers.
qui sont une approche probabiliste et une défense en profondeur. L'approche probabiliste consiste à écarter du dimensionnement des installations les événements jugés trop improbables et donc imprévus, comme le tsunami de 10 mètres alors que l'installation n'était dimensionnée que pour un tsunami de 5 mètres. Et la défense en profondeur, c'est l'idée qu'on contient le potentiel de danger de relâchement de radioactivité que constitue le combustible en multipliant les équipements de secours et en multipliant les barrières vis-à-vis de l'environnement qu'on appelle les enceintes de confinement. Donc ces deux principes sont de manière explicite, visible et incontestable battus en brèche. Juste un chiffre pour situer ça. L'objectif en matière de sûreté nucléaire sur le parc français par exemple, c'est d'être à moins d'une chance sur 100 000 d'accidents de fusion de cœur par réacteur et par an. Après les accidents sur 3 réacteurs à Fukushima, on en est à 6 accidents dans le monde pour environ 20 000 années réacteurs d'expérience. Donc on est sur un ordre de grandeur environ 30 fois plus grand que l'objectif fixé. Donc il est inévitable de se reposer la question de toute l'approche de sûreté et il est inévitable de le faire non pas en confiant cette mission uniquement aux experts institutionnels chargés de l'évaluation et du contrôle, mais en ouvrant, comme on l'a fait déjà sur les conséquences, les impacts et le volet radioprotection, en ouvrant le volet sûreté à une véritable expertise pluraliste.